Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. 80% de la population a des soucis de sommeil. Ce chiffre est dingue, mais je n'y déroge pas. Mon sommeil, clairement vous allez l'entendre, n'est pas au beau fixe. Et si je m'endors facilement, je suis quand même très souvent en carence de sommeil. C'était le cas aussi de mon invité du jour, Véronique Bellemare, qui a, depuis ses 5 ans, eu du mal à dormir. Et elle ne trouvait aucune réponse. Elle a réalisé dans son chemin qu'il y avait des raisons physiques, psychiques, physiologiques pour expliquer cela. Le sommeil est en fait un puzzle avec beaucoup de pièces qu'il faut remettre en place. Elle est devenue somnopédagogue et a créé l'Institut Soma, à travers lequel elle forme de nombreux praticiens pour accompagner les personnes qui n'arrivent plus à trouver le sommeil. On va parler de toutes les questions essentielles, en débutant par à quoi ça sert le sommeil, en passant par les idées fausses sur le sommeil, jusqu'aux conseils pratiques pour avoir un sommeil de qualité et la manière de bien accompagner son enfant également. C'est un épisode que vous ne voulez pas rater, que j'ai coupé en 2 épisodes tant la discussion était passionnante. Ceci est donc la première partie, la seconde partie est diffusée aujourd'hui aussi, mais dans un second épisode. Je vous laisse l'écouter, allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Véronique. Bonjour Grégory, comment ça va? Comment avez-vous? Ça va pas mal, merci. Comment vous avez dormi cette nuit? J'ai relativement bien dormi, mais en ce moment, j'avoue que j'ai des petites perturbations parce qu'on a perdu quelqu'un de proche et ça, c'est tout à fait normal dans ces moments-là de faire de l'insomnie qu'on dit aiguë et qui devrait s'estomper au fil des jours là, prochainement. Bon. C'est juste quand ça persiste là, qu'il faut consulter le plus rapidement possible. Très bien, je suis bien désolé. Pourquoi vous êtes intéressé à l'origine à cette question du sommeil? C'est pas classique de vouloir créer un institut, de mettre toute sa vie autour d'un sujet qui était à l'origine pas le vôtre nécessairement. Ben en fait, à l'origine, oui, ça a été mon sujet parce que à partir de la toute petite enfance jusqu'à l'âge adulte, j'ai moi-même souffert de difficultés chroniques de sommeil. Alors, dans mon cas, c'était de l'insomnie chronique. Et puis, ça a commencé vraiment là vers l'âge de 5 ans jusqu'à la trentaine. Alors, évidemment, j'ai eu un grand parcours du combattant. J'ai moi-même essayé de m'en sortir en consultant plusieurs professionnels, en essayant toutes sortes de choses. Et finalement, il y a rien qui semblait fonctionner pour moi, puis on me trimballait d'un spécialiste à l'autre sans savoir trop quoi faire avec moi, jusqu'à ce que finalement, je commence moi-même à faire mes propres recherches, puis que je finisse par découvrir ce qui fonctionnait le mieux sur moi et que finalement, j'en viens à la constatation que ce n'était pas seulement la solution qu'il fallait que je trouve pour régler mon problème, mais plutôt une combinaison de solutions qui soit sur mesure pour ma situation à moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que les difficultés de sommeil que j'avais étaient autant d'origine psychique que physique et que physiologique dans mon cas. Alors évidemment, j'aurais pu tourner en rond pendant des années, des décennies, sans trouver ma solution. Mais à partir du moment où j'ai eu ce déclic-là, là, j'ai pu me créer un plan d'action et en venir à bout de mes propres difficultés. Donc vous avez une situation... Vous aviez en tout cas une situation un peu, entre guillemets, extrême, c'est-à-dire avoir de l'insomnie depuis 5 ans. Oui. C'est pas si commun. C'est généralement, il y a un certain nombre de personnes qui dorment mal. Parfois, il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte qu'elles dorment pas assez. On va en parler. Mais vous, dans votre cas, j'ai l'impression que c'était vraiment quasiment une maladie d'une certaine manière, non? Enfin, c'est pas une maladie, mais je sais pas comment l'exprimer d'ailleurs. On l'exprime presque de cette manière-là maintenant. Ça a pris du temps parce qu'auparavant, l'insomnie, on considérait que c'était un symptôme, par exemple, à une dépression ou à autre chose qui se passait dans notre vie. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens comme moi aussi qui avaient une hyperactivation mentale en permanence et qui, en réalité, n'arrivaient pas à quitter leur zone d'éveil. Donc, dans mon cas, c'était plutôt ça. C'était pas comme tel un problème de sommeil. C'était un problème d'éveil. Je n'arrivais pas, finalement, à quitter ce moment d'hyperactivation qui me tenait en éveil. J'avais envie de
faire plein de projets, je voulais pas manquer une seconde à ma vie. Donc, pour moi, j'avais un peu assimilé le fait de dormir à une perte de temps. Puis c'est le jour où finalement j'en suis venue à perdre 3 ans de ma vie parce que j'étais plus capable de rien faire, que j'ai compris que le sommeil, au contraire, ça me permettait de gagner du temps et de prolonger la vie aussi, hein, parce que c'est un des facteurs de longévité. Alors bref, oui, il a fallu déconstruire beaucoup de pensées et il a fallu aussi remettre les hormones sur les rails. Il a fallu remettre les pensées aussi au bon endroit parce que j'avais tendance à penser encore plus la nuit que le jour, donc à vivre de plus en plus de façon inversée. Et comme j'étais dans le domaine culturel, mais j'étais dans un domaine où c'était très facile de me faire engloutir par le maelstrom de l'imaginaire et tout ça. Alors bref, d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui souffrent d'insomnie, puis c'est toujours à peu près la même problématique dans leur cas à eux. Alors bref, c'est un peu tout ça qui s'est passé dans mon cas, mais vraiment, ça n'a jamais été une insomnie au départ qui a résulté d'un traumatisme ou j'étais plutôt quelqu'un qui aimait la vie, qui était en état d'éveil en permanence, qui avait du mal à basculer vers le sommeil et qui avait une horloge biologique très sensible parce qu'on n'est pas tous égaux face au sommeil. On a tendance à penser que ça fonctionne de manière universelle, un peu les mécanismes se présente de la même façon chez tout le monde. Mais oui, il y a des similitudes, mais par contre, la bascule veille-sommeil ne se fait pas de la même façon chez tout le monde. Et si on parle de la bascule veille-sommeil, ça vaut peut-être la peine de préciser qu'elle fonctionne un peu comme une balance. Donc, d'un côté, on aurait le plateau de veille, puis de l'autre côté, le plateau de sommeil. Et si le plateau de veille qui contient les hormones du cortisol, qui sont aussi les hormones du stress, est trop lourd, eh bien, on n'arrive pas à basculer du côté du plateau de la mélatonine qui lui permet d'induire le sommeil. Et c'est un peu ce qui se produisait dans mon cas. J'étais vraiment coincée dans l'éveil pendant des années. On va revenir sur tout ça. J'ai plein de questions. Oui. Peut-être que la première question, ou la deuxième en l'occurrence, qui peut être très simpliste et en même temps peut-être nous éclairer sur pas mal de choses. Parce qu'aujourd'hui, dans cette société hyper productiviste, le sommeil, c'est un mal nécessaire. C'est comme ça qu'on l'envisage. C'est-à-dire qu'on essaye de lutter contre le sommeil. On est fier quand on dort pas beaucoup. À quoi ça sert de dormir ? Mais ça sert à plein de choses, en fait. Dormir, pour moi, en fait, quand j'ai fondé l'approche de la somnopédagogie, j'en viens à ça puisque j'ai raconté mon histoire, c'est parce que c'est ce qui me manquait, c'était les explications autour du sommeil. Comment ça fonctionne le sommeil? Pourquoi mon sommeil fonctionne pas de la même façon que celui de mon conjoint ou celui de mes enfants? Comment je peux apprendre à bien le gérer moi-même à partir de ma constitution à moi, finalement? Et puis, dans la somnopédagogie, j'ai mis en place une métaphore qui est celle de l'arbre de la santé et justement qui sert un peu à expliquer les fonctions du sommeil. Alors, notamment, si on imagine l'arbre de la santé qui aurait des racines très fortes et très bien nourries, ben pourrait grandir, avoir un tronc solide, avoir des branches qui proliféreraient à l'infini et plein de belles feuilles vertes remplies de chlorophylle. Mais si, au lieu d'être bien nourri à sa base, finalement, il y avait une sécheresse où, on manquait de minéraux pour bien faire grandir ses racines, eh bien, le tronc aurait du mal à grandir, les branches pourraient éventuellement s'assécher et même les feuilles pourraient se mettre à tomber. C'est un peu comme ça que j'explique le rôle fondamental du sommeil dans la santé. Le sommeil, c'est vraiment les racines de l'arbre. Alors, si les racines ne sont pas bien nourries et que justement le tronc, les branches, les feuilles n'arrivent pas à être en pleine capacité, eh bien, ces feuilles qui vont se mettre à tomber représentent un peu les maux du sommeil, les maux qui sont liés plutôt à un manque de sommeil et notamment, on va avoir, entre autres, des problèmes au niveau de la rétention des informations. Donc, ça peut être des problèmes de mémoire, des problèmes d'apprentissage. Chez les enfants, on va avoir des troubles de croissance qui vont se manifester. Il y a même des enfants qui en viennent jusqu'à avoir des arrêts de croissance complets quand on est en manque de sommeil extrême, évidemment. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et chez les adultes, ben ça peut prédisposer au diabète, ça peut prédisposer aux troubles cardiovasculaires, ça peut écourter l'espérance de vie et dans les cas les plus extrêmes, ça peut même aller jusqu'à la mort. Alors bref, c'est vraiment
les racines de l'arbre de la santé globale, c'est le rôle du sommeil. Et quand le sommeil ne va pas bien, ben tout le reste, toutes les feuilles de l'arbre peuvent se mettre à tomber et donc tout peut foutre le camp, entre guillemets. Et c'est marrant parce que je parlais tout à l'heure de productivité, d'optimisation, de performance. Souvent, quand quelqu'un nous dit, eh ben, moi, j'ai besoin que de 6 heures de sommeil, on est envieux, on se dit, waouh, la chance. Et en fait, c'est fou parce qu'on l'envisage pas comme ça. C'est-à-dire que le sommeil, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un mal nécessaire. C'est-à-dire c'est un temps un peu perdu, entre guillemets. Alors que pour moi, c'est un temps, enfin, j'ai l'impression, même si parfois je lutte contre mon propre sommeil, hein, et on va y revenir, qui a un temps de créativité, qui a un temps, en dehors du fait que ça repose le système, évidemment, mais c'est aussi un temps de créativité. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur cette histoire de repos du système. Enfin, c'est quoi les mécanismes derrière? Comment ça fonctionne, en fait, le sommeil? Qu'est-ce qui se passe quand on dort? Ben, en fait, c'est le moment qui va nous permettre de nous régénérer complètement au niveau aussi bien physique que psychique. Donc, c'est même ce qui va permettre, notamment aux cheveux de pousser, à la peau de se restaurer. Bon, en fait, toutes les hormones qui sont les hormones qu'on dit de jouvence, en quelque sorte, se sécrètent aussi avec le sommeil. Donc, il y a plein de gens finalement qui disent je vais couper dans mon sommeil pour être plus productif et finalement qui se rendent compte que ils ont des problèmes de mémoire, ils ont des problèmes à acquérir certaines informations, certains apprentissages et que finalement ils sont beaucoup moins productifs quand ils sont en carence de sommeil. Donc ça c'est vraiment une très mauvaise façon de concevoir le sommeil, puis malheureusement, je l'ai conçu aussi de cette façon-là. J'enviais effectivement les gens, dans mon cas, qui ne dormaient que 4 heures par nuit et je voulais arriver à dormir 4 heures par nuit. Mais comme je le disais tout à l'heure, on est tous inégaux face au sommeil. Alors, il y a des gens qui ont des besoins extrêmes de sommeil, qui ont besoin de dormir même 11-12 heures par nuit pour être capable d'être fonctionnel et d'autres qui arrivent parce qu'ils ont une génétique particulière, mais ce sont vraiment des exceptions qui vont arriver à ne dormir que 4 heures par nuit et à être fonctionnels. Alors, si on aspire à ça, ben, c'est courir à sa perte. Si on revient à la métaphore de l'arbre, c'est qu'on nourrit pas bien les racines. Puis éventuellement, ben, au lieu de gagner en productivité, on peut développer des cancers, on peut prendre du poids, on peut avoir des maladies cardiovasculaires, du diabète, tout ça. Donc, c'est vraiment pas au contraire, une façon de gagner du temps, c'est plutôt une façon de perdre sa vie à petit feu et d'écourter sa vie si on coupe dans le sommeil. Comment on peut savoir si on dort suffisamment? Moi, j'ai un capteur maintenant qui me fait dire qu'en fait, au début, moi, j'étais convaincu que je dormais suffisamment. Parce qu'en fait, je confondais mon temps passé au lit et mon temps de sommeil. Ce qui n'est pas exactement la même chose, que je me suis rendu compte que parfois, je passais 8 heures dans mon lit, mais qu'en fait, je dormais pendant 6h30, pas pendant 8 heures ou pendant 7 heures, et pas pendant 8 heures. Et donc, déjà, j'avais une mauvaise compréhension de mon sommeil. Mais en plus, j'avais pas forcément notion que je dormais pas forcément assez, que j'avais une dette de sommeil. Comment on peut savoir si on dort suffisamment? Ben, on le sait au quotidien si on se sent régénéré, si on arrive à se lever facilement le matin ou pas. Donc, c'est vraiment, c'est propre à chacun. C'est un peu comme une batterie d'ordinateur, mais il y en a qui se chargent vite, il y en a qui se chargent lentement. Donc, bref, c'est vraiment, il faut le voir de cette façon-là. Le sommeil, c'est notre temps de recharge quotidien. Alors, si on a une petite pile et qu'elle est fonctionnelle très rapidement, tant mieux pour soi, mais c'est vraiment une exception. La plupart des gens vont avoir besoin d'un bon 8 heures et même il y a des gens qui vont avoir besoin jusqu'à 10 heures, 11 heures parfois. Là. Donc, effectivement, là, il y a des études qui vont nous dire « Oui, mais il faut pas dormir plus de tant d'heures, sinon c'est dangereux et tout ça. » Oui, mais on n'est pas tous capables d'être dans ces moyennes-là. Alors, il faut toujours y aller avec un pain de sel, un grain de sel plutôt, et se poser la question, est-ce que moi, je me sens régénérée? Est-ce que je me sens d'attaque le matin? Et si oui, ben ça va. Mais sinon, par contre, il y a quelque chose à corriger, c'est certain. Quels sont les plus grands mythes ou les idées fausses que l'on a sur le sommeil? Ben, on en a déjà abordé un qui est celui que c'est du temps perdu et ça, il faut vraiment, vraiment se le retirer de la tête parce que j'ai des gens en consultation parfois qui ne dorment pas depuis 40 ans, là,
qui veulent retrouver leur sommeil parce qu'à force de ne pas dormir, on entraîne notre cerveau à rester en état d'éveil et après on n'est plus capable de trouver le sommeil. On n'a même plus les signaux de somnolence, donc les bâillements. On n'arrive plus à bâiller, on n'arrive plus à avoir les sentiments des paupières lourdes, par exemple, parce qu'on a trop entraîné notre corps à rester en état d'éveil et on sécrète du cortisol en permanence. Donc, bref, si on lutte contre le sommeil, effectivement, on risque de tomber dans cette zone de maintien d'éveil coincé dedans et de plus être capable de rebasculer par la suite. Alors ça, la fameuse perte de temps, j'aurais aimé le savoir quand j'avais 5 ans. Malheureusement, j'ai perdu quand même plus de 20 ans à essayer de retrouver mon sommeil. Ensuite, c'est sûr que du côté du sommeil, il y a des gens aussi qui, de plus en plus, je ne sais pas si on rentre ça dans les mythes, mais qui vont avoir tendance à suranalyser leur sommeil, à vraiment utiliser des objets connectés, à vraiment vouloir savoir, OK, combien de minutes je suis dans chaque cycle et tout ça. Alors que plus on fait ce genre de choses-là, dans le but d'optimiser son sommeil, plus on risque de lui nuire. Pourquoi? Parce que on tombe éventuellement dans l'orthosomnie qu'on appelle et qui est la quête du sommeil parfait, qui est un peu le même problème que l'orthorexie, les gens qui veulent une alimentation parfaite, ou même si on compare à l'anorexie, par exemple, les gens qui vont calculer toutes leurs calories dans le but d'atteindre leurs objectifs, mais ça devient une obsession. Et quand ça devient une obsession, eh bien, on sécrète davantage de cortisol, qui, on l'a vu au début, est l'hormone de l'éveil, et on reste de plus en plus coincé dans la zone de maintien d'éveil et on nuit à son sommeil. Alors, les objets connectés, tout ça, là, qui sont très en vogue en ce moment, il y a aussi le fait que les spécialistes du sommeil remettent en question complètement les données qu'ils émettent. Parce que oui, il y a des données comme c'était dit tout à l'heure, comme tu disais, je ne sais pas si on peut se tutoyer, mais en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, les objets connectés, en fait, vont donner des données, mais on ne sait pas exactement quelles sont les données qu'ils vont nous partager. Alors, parfois, ce sont simplement des données d'immobilité parce qu'on reste couché pendant un certain nombre d'heures, mais c'est pas nécessairement des vraies données relatives au sommeil. Et dans ces cas-là, c'est vraiment une polysomnographie en laboratoire qui peut permettre d'obtenir des vraies données. Et si on se fie aux données des objets connectés et si on devient obsédé par ces données-là, on va augmenter notre appréhension d'avoir un mauvais sommeil, ça va devenir une obsession. Et quand ça devient une obsession, on tombe dans la spirale, dans le cercle vicieux qui fait qu'on a de plus en plus de difficultés à se laisser aller au sommeil éventuellement. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable, finalement. Très clair. Est-ce qu'il existe des profils, en particulier des chronotypes, c'est-à-dire des gens qui se disent du matin, j'ai lu une étude en particulier, donc on parle d'avoir des gens du matin, moi je suis quelqu'un du matin par exemple, je suis en pleine forme quand je me réveille en général, sauf quand je dors pas assez évidemment, ou des gens du soir, il y a des gens qui disent, non, mais moi je peux travailler jusqu'à 2h du matin, pas de problème, et en même temps j'ai lu une étude dans laquelle il était expliqué que si on coupe toutes les lumières factices, donc toutes les lumières, les téléphones, les lumières, etc., on fonctionne qu'avec le soleil et qu'on met toutes les personnes qui sont dites du matin ou dites du soir, très rapidement, au bout d'une semaine ou deux, en fait, leur sommeil se régule et ils vont se coucher au même moment, se réveillent tous au même moment. Et du coup, ça a complètement cassé cette idée de personnes du matin et personnes du soir. Je voudrais savoir si ça existe réellement ou si cette étude prouve qu'effectivement, ça n'existe pas en réalité. Moi, mon point de vue, c'est que ça existe réellement parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a vraiment des besoins de sommeil qui vont varier d'une personne à l'autre. On n'a pas tous la même horloge biologique, ce qui veut dire que on va avoir des montées de température à des moments différents et des baisses de température à des moments différents. Lorsqu'on a une baisse de température, c'est ce qui va prédisposer justement au sommeil, et lorsqu'on a une montée de température, ça va prédisposer à l'éveil. Et comme on n'a pas exactement le même besoin du même nombre d'heures de sommeil, ces rythmes-là se manifestent à des moments différents aussi.
Par contre, c'est sûr que le principal synchroniseur de l'horloge biologique, c'est la lumière. Alors, l'alternance clarté-obscurité, et notamment le soleil. D'ailleurs, à l'époque où on n'avait pas encore l'électricité, il n'y avait pas vraiment de gens qui faisaient comme maintenant des insomnies chroniques. On avait peut-être des petits exemples d'artistes, encore une fois, d'écrivains qui veillaient à la chandelle, mais on n'avait pas autant de problèmes que maintenant. Donc, bref, comme on sait que c'est le principal synchroniseur de l'horloge biologique, c'est tout à fait vrai que si on se remet à suivre les allées et venues du soleil, on va être beaucoup plus synchronisé, mais malgré tout, il y a des gens qui vont garder un besoin un peu plus prédominant de sommeil et d'autres qui vont se réveiller peut-être plus aux aurores, comme toi peut-être, et qui vont être d'attaque à ce moment-là. Alors ça, ce serait vraiment quelque chose à peut-être à creuser encore plus en profondeur, mais il y a eu toutes sortes d'expériences en chronobiologie, notamment de gens qui se sont coupés du soleil extérieur pendant un certain temps, qui ont vécu dans des grottes. D'ailleurs, il y a une reproduction de cette expérience-là il y a quelques années, récemment en France. Je me souviens plus dans quelle région c'était, mais ça avait été reproduit. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le rythme circadien se décale au fur et à mesure que les jours sont passés en l'absence de lumière. Donc, finalement, les gens, à la fin, se couchaient peut-être pour la nuit vers 2 heures de l'après-midi et se réveillaient parce qu'ils n'avaient plus justement ce contact-là avec le soleil extérieur. Alors, c'est quand même intéressant là, de regarder comment le rythme se comporte, puis de voir aussi que d'une planète à l'autre, on n'aurait peut-être pas le même rythme, justement parce qu'on n'est pas exposé aux mêmes alternances du soleil et de la nuit, là. Ok, très clair. Tu disais tout à l'heure que quand la température baisse, on a tendance à s'endormir. Et une question que je me posais, qui est peut-être un peu idiote, mais intéressante, je trouve, est-ce qu'on est fait pour dormir en couple? Parce que quand on est à deux dans un lit, naturellement, on a plus chaud, surtout qu'on a tendance à se coller l'un contre l'autre. Donc, on a nécessairement plus chaud. Et si le froid est un élément important pour s'endormir, et d'ailleurs, ça peut être un critère, pas un critère, mais un élément. Moi, on m'avait dit que quand je faisais des insomnies, quand j'avais des problèmes à dormir, il fallait que je sorte dehors, que j'ouvre la fenêtre, que j'ai plus froid pour refroidir mon corps, pour pouvoir me recoucher. Je sais pas si c'est vrai, mais je veux bien que tu te répondes là-dessus. Et aussi, donc, sur cette histoire de dormir à deux dans un même lit. Ben, il y a plusieurs choses dans ta question. C'est sûr que d'une part, on a une température interne qui est différente aussi, comme pour ce qui est de l'horloge biologique. C'est un peu nos empreintes digitales du sommeil, si on veut. Donc, bref, la température interne, comme elle est différente, il y a des gens qui ont toujours froid, puis qui n'arrivent pas à s'endormir parce qu'ils grelottent. Et là, ceux-là, doivent être un peu réchauffés. Et les autres qui, comme moi, ont toujours chaud, si quelqu'un vient les coller dans leur lit et vient leur faire des câlins, c'est « non, laisse-moi dormir », parce que sinon, on n'est pas capable de s'endormir. Alors, c'est sûr, ça dépend de chaque personne. Souvent, on a tendance à dire que les hommes ont une température interne plus élevée que les femmes. Dans mon couple, c'est exactement le contraire. Puis, j'en ai un qui veut s'accrocher à moi pour se réchauffer parce que je suis sa bouillotte, mais moi, la bouillotte, elle est déjà assez chaude, donc je préfère justement là, quand on se tient un peu à l'écart. Donc, bref, c'est quand même intéressant comme question parce qu'il y a des médecins récemment qui se sont aussi intéressés à la question de dormir en couple, mais pas seulement pour la température corporelle, mais pour plein d'autres facteurs, et qui disaient, le fait qu'on n'a pas le même chronotype à la base, le fait qu'il y en a un qui peut bouger, il y en a un qui va être plus immobile, on n'a pas nécessairement les mêmes goûts en termes de texture de literie, par exemple, ou de fermeté de matelas, on n'a pas le même poids non plus. Donc, finalement, il y a des médecins qui ont commencé à prôner le fait de dormir séparément pour toutes ces raisons-là. Mais il y a moyen de dormir en couple, même en prenant en compte toutes ces différences-là, mais en utilisant 2 matelas séparés qu'on colle ensemble. Donc, on choisit la bonne fermeté pour son poids à soi, on choisit la bonne température, comme moi, j'ai pris un matelas frais, mon conjoint a pris un matelas chaud, on choisit la literie que l'on veut de chaque côté, mais on colle les 2 matelas, et là, tout le monde est à peu près content. Donc, bref, mais c'est pas la fin du monde si on n'y arrive pas, et si on veut dormir séparément. Ça, c'est un mythe
mythe, je trouve, qui n'est peut-être pas un mythe du sommeil, mais un mythe social, le fait que si on ne dort pas ensemble, on n'est pas un vrai couple, alors que si on n'arrive pas à bien dormir, on pourra jamais être un vrai beau couple parce qu'on ne sera pas fonctionnel au quotidien. Alors, je pense qu'on peut se donner le droit aussi d'aller se retrouver dans une chambre et dans l'autre si jamais c'est mieux pour notre sommeil. Il me semble que dans la culture allemande, mais j'en suis pas très sûr, ils ont tendance à faire ce que tu décris, mais en séparant les lits. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne dorment vraiment pas ensemble techniquement. Ah oui, ok. Mais je sais pas si c'est vrai. Pas J'avais entendu ça. Je sais pas si c'est réel. Une autre question que je me posais, est-ce qu'il existe... Alors d'abord, pourquoi... et c'est en ce qui me concerne, ça m'arrive souvent, mais je remarque que je suis pas tout seul. Pourquoi on a tendance, quand on est angoissé ou stressé, à se réveiller vers 5 heures du matin, vers 4-5 heures du matin? Qu'est-ce qui se passe vers 4-5 heures du matin qui fait qu'on se réveille? Enfin, moi, tous les gens qui sont stressés me disent j'ai bien dormi, mais à 4-5 heures, impossible, je me suis réveillé, impossible de m'endormir. Ça rejoint la balance veille-sommeil dont on parlait tout à l'heure et le chronotype. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont plutôt étudier la chronobiologie, la médecine chinoise, qui vont dire ça correspond à l'heure du réveil de tel organe et tout ça. Mais dans le cas du stress, moi, je dirais que ça correspond vraiment à la courbe de montée du cortisol qui nous prépare à l'éveil. Parce que si on n'a pas suffisamment d'hormones de cortisol, on n'est pas capable d'émerger non plus le matin. On n'est pas capable de sortir du lit. Alors, si on en a suffisamment, ben là, on est capable d'émerger. Mais si on en a un surcroît, ben là, effectivement, dès que le cortisol commence à se libérer dans le corps en prévision de l'éveil, comme on a déjà un surcroît de cortisol, ben là, on se réveille plutôt complètement. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai ressenti dans mon cas. C'est comme ça que je le conçois. Mais c'est sûr que si on regarde du côté de la chronobiologie, de la médecine chinoise, parfois, ils vont donner des liens avec des organes particuliers qui entrent en état d'éveil. Mais ce serait moins approprié dans cette situation-là. C'est vraiment plus le cortisol puis le rythme naturel du corps qui veut nous préparer au réveil. Ok, très clair. Est-ce qu'il existe des profils pour lesquels le sommeil est plus difficile, des profils psychiques? Je pensais au TDAH, par exemple, mais évidemment, il y a d'autres profils. Tu disais tout à l'heure que dans ton cas, il y avait eu physique, psychique et corporel. C'est pas le mot que tu as utilisé, mais... physiologique. Physiologique, voilà. Tu pourrais me parler des TDAH qui sont parfois, pas nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns? Oui, ben il y a les gens qui ont un TDAH qui sont en hyperactivité mentale souvent ou en hyperactivité motrice. Donc parfois c'est simplement un TDA, parfois c'est un TDAH. Donc quand on a un TDA, souvent on est moins hyperactif physiquement, mais on est quand même, il y a l'anxiété, il y a le petit hamster, comme dit le docteur Serge Marquis, qui roule sans cesse dans la tête. Donc, effectivement, ça, c'est plus difficile de basculer vers le sommeil si on a le hamster cérébral. Mais si on a la bougeotte, comme on dit, si on est toujours en train d'avoir besoin de bouger chaque membre du corps, ben effectivement, on ne peut pas non plus se laisser aller facilement au sommeil. Alors ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres profils. Si on parle des profils psychiques, ben moi, j'étais dans le milieu des arts et c'est très, très, très fréquent dans le milieu des arts parce que c'est le hamster cérébral qui roule sans cesse. C'est pas toujours parce qu'on a des ruminations, c'est parce qu'on a plein d'idées puis on a envie de faire plein de projets, plein de choses. Et parfois, mais ça devient banal parce que la liste des choses à faire s'allonge. Puis là, on se couche, puis là, on se dit, ah oui, c'est vrai, j'ai tout fait ça aujourd'hui, mais faudrait pas que j'oublie d'acheter mes concombres à l'épicerie demain parce qu'ils sont en spécial. Il faudrait pas que j'oublie d'aller chercher telle chose à tel. Donc là, finalement, c'est le seul moment où la tête peut relâcher un peu de tous les projets, mais où le quotidien finit par embarquer aussi. Donc ça, on le voit chez les artistes, on voit beaucoup ce genre de profil-là. On voit aussi des gens qui sont ultra perfectionnistes, ultra analytiques, qui vont éventuellement avoir un sentiment de perte de contrôle sur leur sommeil et qui vont tomber dans la spirale de l'insomnie justement parce qu'ils vont suranalyser ce qui se passe et le sentiment de perte de contrôle, mais parce que parfois, c'est des gens qui ont bien dormi toute leur vie, mais il va devenir une angoisse extrême en très, très peu de temps chez ces gens-là. Alors, j'ai vu des gens dans le même état d'anxiété extrême après ne pas avoir dormi pendant 3 semaines que d'autres l'étaient au bout de 40 ans, là.
J'ai vu ce genre de réaction-là parce que c'était des gens qui n'étaient pas capables d'accepter cette perte de contrôle, mais en réalité, personne n'a un contrôle absolu sur le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose qui nous échappe, et plus on va essayer de le contrôler, de le décortiquer, que ce soit par des applications, que ce soit en cherchant sur des forums de discussion ou n'importe où dans les médias, plus il va nous fuir. Alors, il faut pas penser au sommeil le jour et il faut pas penser au jour la nuit non plus. Ça fait penser, je souriais quand tu parlais parce que évidemment ça résonne beaucoup chez moi. Je sais pas si je suis TDAH, j'ai tendance à penser que faudrait que je me fasse examiner pour voir. C'est très possible que je le sois, on va dire. Mais une question que je me posais, parce que moi dans ce cas-là, quand j'ai plein de choses en tête, du coup je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une liste. Je vais le noter sur du papier comme ça. En fait, je le mets de côté. Est-ce que tu as des conseils comme ça quand on se retrouve dans cette situation où peut-être j'arrive pas à dormir parce que j'arrive pas à m'endormir parce que je suis trop de stress, donc trop de cortisone encore dans le corps, ou si je me réveille à 5 heures du matin avec toutes ces idées en tête, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver le sommeil? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Évidemment, comme on parlait tout à l'heure, ça dépend si la source de difficulté du sommeil est psychique, physique, physiologique. Dans le cas du hamster dans la tête, effectivement, là, ce serait psychique. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir un journal dans lequel on jetterait nos pensées. On se réserverait un moment précis dans la journée moi, j'appelle ça la page de rumination, pour vraiment jeter tout ce qui nous stress sur papier, vraiment ce qui nous stresse. Mais on peut aller au-delà de ça, puis justement faire une liste de tout ce qu'on a à faire pour au moins se le sortir de la tête, mais pas faire ça tout de suite avant d'aller se coucher, par contre. Généralement, moi, je recommande de le faire vers l'heure du dîner ou en après-midi. Se trouver un petit moment, le faire à chaque jour. Comme ça, le cerveau va comprendre que le moment de rumination est décrété en après-midi à chaque jour et qu'il n'a pas besoin de le répéter au moment du coucher. Alors ça, c'est un truc qui est vraiment accessible à tout le monde et qui fonctionne très, très bien. Ensuite, c'est sûr que tout dépendant, là, si c'est vraiment des ruminations aussi qui nous réveillent le matin, trop tôt le matin, c'est l'histoire du cortisol. On va essayer de plutôt préparer notre nuit durant la journée parce que la nuit se prépare le jour. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens ont tendance à oublier. À partir du moment où on sort du lit, où on met le pied hors du lit, notre nuit suivante se prépare. Alors, si le jour, on est toujours, un peu comme le disait Donna, avec laquelle tu as échangé, qui est une de nos certifiées à l'Institut Somna, en fait, elle, si elle appuie toute la journée sur l'accélérateur pour faire aller la voiture au maximum, elle n'arrivera pas à freiner d'un coup le soir venu parce que sinon, ça va faire crisser les pneus et justement, ça risque de faire déraper la nuit. Alors bref, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est au contraire, on va se donner des petits moments où on va ralentir dans la journée, où on va même s'arrêter pour vider sa poche de stress au fur et à mesure. Moi, j'appelle ça la poche de stress parce que c'est comme une poche dans laquelle le stress s'accumule toute la journée et ça devient de plus en plus lourd. Et à la fin de la journée, si on a une poche très, très lourde qui s'additionne à notre plateau de cortisol qu'on a déjà dans notre balance dont on parlait au début, là, évidemment, la bascule très délicate à faire entre le plateau de veille et de sommeil ne se fera pas. Alors, ce qu'on va faire, on va trouver des petits moments dans la journée pour reconnecter avec soi, pour peut-être faire des séances de respiration, peut-être aller marcher, prendre beaucoup de soleil le plus possible. Peut-être aussi que ça va être simplement un moment de connexion avec des gens où on va vraiment sortir du travail, on va aller se changer les idées, communiquer, échanger avec d'autres humains. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens maintenant qui restent dans leur bureau, même sur l'heure du repas du midi, parce que ils n'ont pratiquement pas le temps de quitter le bureau et tout ça. Puis ça nuit au sommeil. Donc, il faut se donner ces moments-là dans la journée pour pouvoir vider au fur et à mesure notre fameuse poche de stress pour pouvoir basculer facilement de l'état de veille à l'état de sommeil le soir venu. Quel est le rôle du soleil? Tu disais c'est important et j'ai entendu ça sur le podcast de Huberman, donc un podcast américain pour les gens qui nous écoutent, mais j'ai vu aussi de manière
à différents endroits, que c'était important quand on se réveille d'aller directement voir, enfin d'aller directement, de mettre son visage au soleil, même si c'est pas directement en regardant le soleil évidemment, mais de mettre son visage au soleil. Et je voudrais mieux comprendre le rôle du soleil au moment du réveil, et ce que tu disais tout à l'heure quand tu expliquais tout ça, que c'était important de regarder, de se mettre, d'aller dehors pour être au soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le rôle? Ben, en fait, c'est le principal synchroniseur de l'horloge biologique. Le soleil, en tout cas l'exposition à la lumière. Parfois, dans les pays nordiques où on n'a pas la possibilité de s'exposer au soleil, on va utiliser la luminothérapie. Mais c'est vraiment ce qui va permettre à la rétine de capter le stimulus de la lumière pour envoyer le bon message au cerveau. Et c'est l'épiphyse, qui est une petite glande de la grosseur d'une taille d'épingle qui est à la base du cerveau, qui, elle, va réguler justement la bascule veille-sommeil. Donc, le rythme circadien, donc l'horloge biologique, tout ça, même qui va être à la source aussi des rythmes individuels. Alors bref, c'est pour ça que lorsque quelqu'un a du mal à se mettre en action le matin, on lui dit: expose-toi le plus rapidement possible au soleil, expose-toi le plus rapidement possible à la luminothérapie si c'est pas le soleil, pour que tu envoies les bons messages à ton cerveau pour qu'il puisse sécréter les bonnes hormones pour te mettre en action. Alors bref, c'est comme ça qu'on peut finalement partir la machine après avoir fait la recharge de batterie là, toute la nuit. Ben c'est là qu'on peut finalement s'attaquer à la nouvelle journée. Donc effectivement, l'exposition au soleil, c'est fondamental. Puis durant la journée aussi, on devrait toujours au moins sur l'heure du repas du midi essayer d'aller s'exposer encore à la lumière pour pas être trop somnolent non plus l'après-midi, pour pouvoir maintenir notre énergie et par la suite éventuellement avoir une bonne possibilité de basculer vers le sommeil. Et dans le sens inverse, je pense à ma mère en particulier qui a un très mauvais sommeil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pour pas avoir trop de cortisone le soir? Tu as donné ce conseil de faire une liste de tout ce qui nous stressait en plein après-midi. Donc ça, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Peut-être sortir dehors, aller dans le froid. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que je vais m'endormir plus facilement plutôt que de prendre des somnifères ou des anxiolytiques? Ben, il y a plusieurs outils. C'est sûr que à l'Institut Somnant, on partage toute une boîte à outils. On va choisir les bons outils selon la personne, selon son mode de vie, selon le moment où elle souhaite les utiliser. La respiration, ça peut en être un qui est très simple parce que ça permet d'activer instantanément le système nerveux parasympathique, donc de décrocher du système sympathique qui est celui qui prend toute la place quand on est en état de stress. Donc ça, c'est vraiment assez instantané. Il y a d'autres personnes qui vont aller faire des promenades, qui vont faire de la méditation, qui vont s'adonner à des activités répétitives, automatiques, comme par exemple le tricot, la broderie, des activités où on répète le même mouvement sans trop y penser pour tomber un peu en état d'hypnose. Donc ça, c'est une façon aussi de faire diminuer l'état d'éveil, mais aussi de faire diminuer la concentration de cortisol, puis de s'aider à basculer plus facilement vers le sommeil. Puis c'est aussi une façon de ne pas rater le train de sommeil, parce que si on rentre dans une activité qui nous intéresse, même si c'était la lecture, par exemple, d'un livre qu'on trouve passionnant, oui, c'est calme lire un livre, mais si l'aventure est palpitante à l'intérieur ou si on lit à son enfant Le Petit Chaperon Rouge, ben c'est pas quelque chose qui va l'aider à s'endormir par la suite, parce qu'évidemment, il y a tous les affects qui vont se libérer de l'histoire qu'on est en train de lire et tout ça qui vont peut-être générer un stress supplémentaire. Alors bref, c'est vraiment d'essayer de trouver quelque chose qui nous apaise et qui nous permet de se reconnecter à soi tout en diminuant l'état d'éveil. Donc, évidemment, généralement, on va essayer d'être dans la pénombre le soir, puisque c'est le principal synchroniseur de l'horloge biologique, mais aussi qui va nous permettre, qu'on va pouvoir laisser de côté au premier signe ce qu'on appelle le train de sommeil. Donc, le sifflement du train, pour nous, c'est un peu comme les bâillements, comme les paupières lourdes, les frissons qu'on peut avoir. Et il faut qu'on repère ce sifflement du train pour pouvoir monter dans le train à temps, parce que si on le rate,
ben là, ça va être très, très long de s'endormir. Donc, c'est vraiment le principe des activités automatiques pour pouvoir les mettre de côté à n'importe quel moment. Quand je t'entends, ça me fait penser au patron de Netflix qui dit notre plus grand concurrent, c'est le sommeil. Et du coup, je raisonne et je me dis, euh, parfois on l'entend, ce signal, mais on ne l'écoute pas. Ah, mais je regarderais bien encore un épisode de cette série XY. D'abord, j'aimerais comprendre, est-ce que c'est vrai que les heures avant minuit, les heures de sommeil avant minuit, elles sont plus importantes que les heures après, qui est une idée qui est peut-être fausse, peut-être vraie, j'aimerais bien comprendre ça. Et ensuite, tu pourrais nous parler de l'impact de rater le train, justement, du sommeil? Ben, en fait, les heures avant minuit, c'est tout simplement les premières heures de notre nuit de sommeil. Donc, il y a des gens pour lesquels la nuit de sommeil va commencer un peu plus tard, d'autres pour lesquels elle va commencer un peu plus tôt. Donc, les premières heures sont celles où on va chercher le sommeil le plus profond et les dernières sont celles où on va avoir un peu plus de sommeil paradoxal, qui est le sommeil du rêve, qui est le sommeil qui permet aussi de consolider les apprentissages, la mémoire et tout ça. Donc, quand on parle des premières heures, ce serait plutôt de cette façon-là qu'il faudra en parler. Donc, quand on dit avant minuit, c'est parce que la plupart des gens vont se coucher, par exemple, vers 21h, 22h, 23h et vont aller chercher... mais quand c'est minuit, 1h, c'est ça. Il faut décaler un peu le avant minuit parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'aurait jamais de sommeil réparateur. Puis l'autre question, tu me la rappelles? C'était quoi déjà? L'autre question, c'était le fait de rater le train du sommeil. Par exemple, je sens que je suis fatigué, je sens que je pourrais aller dormir, mais je lutte contre mon propre sommeil et je rate le train. Parfois, je le fais de manière volontaire. Je parle pas de moi en spécifique, hein, mais je parle pour les gens qui nous écoutent. Je le fais de manière volontaire, par exemple, à une soirée. Je fais un dîner ou une soirée dansante ou XY, une rave, et j'ai envie de rester réveillé. Donc là, je suis fatigué, je lutte, voire je prends de l'alcool, mais on va revenir sur le rôle de l'alcool, bien sûr. Et ça passe. Mais il y a des fois où simplement je mate une série et je sens que je suis crevé, que je pourrais aller dormir. Ça m'arrive assez régulièrement pour le coup. Et je me regarde encore un épisode alors qu'en fait, en vrai, je suis fatigué. Et je voudrais comprendre l'impact de rater le train du sommeil. OK. Ben moi aussi, j'ai plein d'amis qui font ça, qui écoutent pas leurs signaux de sommeil, mais moi, je les écoute tout le temps, tu vois, j'en rate jamais un. Non, c'est une blague. Donc, bref, en fait, on est tous pareils, hein. On a tendance à dire, ben, je vais tout finir ce que j'ai à faire aujourd'hui avant d'aller me coucher, alors qu'en réalité, notre priorité, ça devrait être de pas rater le train du sommeil parce que sinon, c'est à ce moment-là qu'on va devoir attendre le prochain. Alors, j'explique un peu comment ça se produit, c'est-à-dire que oui, on ressent les bâillements, on ressent les frissons, on ressent les paupières lourdes, mais on se dit, ah non, il me reste 3 pages encore à terminer dans mon chapitre ou je veux terminer mon épisode, puis j'y vais après ou je termine mon rapport d'impôt et j'y vais après. On risque de moins bien dormir. Mais ceci étant dit, c'est vraiment, c'est classique. C'est classique comme situation. Là, on va dans le lit, on est content d'avoir enfin terminé notre journée et là, on n'arrive plus à s'endormir. Mais pourquoi? Parce que justement, la courbe qui nous préparait à l'abaissement, le creux de la température là, dont on parlait tout à l'heure, parce que le corps doit baisser sa température interne de 1,5 à 1 degré pour prédisposer au sommeil. Mais là, c'est déjà en train de remonter. Et là, ben dans ces cas-là, ben c'est ça, c'est vraiment on avait peut-être le billet de train dans notre poche, mais au lieu de courir en entendant le sifflement du train pour pas rater le train, on l'a laissé repartir et là on s'assoit sur le banc en attendant le prochain. Et le prochain peut-être qu'il va juste arriver 2 heures après. Alors bref, c'est possible que dans ce cas-là, oui, on soit énervé d'avoir raté notre train de sommeil, qu'on commence à tourner d'un côté et de l'autre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est un peu comme si on se mettait à taper du pied sur le banc du train en attendant le prochain, mais il arrivera pas plus vite le prochain. Au contraire, d'ailleurs, si on tourne d'un côté et de l'autre dans notre lit, on va sécréter encore plus de cortisol, on va se mettre encore plus en état d'éveil et justement, on n'arrivera pas à prendre le prochain train. Donc, c'est un peu ce qui se passe généralement chez les gens là, qui repoussent la montée dans le train du sommeil, c'est que ils vont se retrouver dans une situation où ils vont penser souffrir d'insomnie, alors que tout simplement, c'est qu'ils ont ignoré, boycotté les signaux annonciateurs de l'arrivée du train, les signaux annonciateurs de leur sommeil, qui n'ont pas écouté leur rythme interne. Puis c'est un peu
aussi absurde que si on disait, bon, ben, là, j'ai un rapport de 200 pages à terminer pour demain, donc je n'irai pas faire pipi jusqu'à demain matin. C'est un peu aussi ridicule parce que on ignorerait à ce moment-là nos signaux qui nous donneraient, que nous enverrait notre vessie d'aller à la toilette. On les ignorerait complètement. Puis là, on attendrait d'avoir fini notre dernière 200e page pour y aller, alors qu'on le fait avec notre sommeil. Puis plus on va le faire, plus le sommeil va être difficile à trouver parce que le cerveau va comprendre, bon, ben, la personne ignore mes signaux, donc elle doit pas avoir si sommeil que ça finalement. Alors, on repart dans un autre cycle d'éveil. Et là, ben, plus on est dans un cycle d'éveil, ben, plus ça va être difficile de retrouver le sommeil. Moi, ça m'est arrivé au bout de plus de 20 ans de ne plus avoir aucun signe annonciateur du sommeil, comme aucun bâillement. Je ressentais plus rien. J'étais en état de hyperactivité en permanence, un peu comme quelqu'un qui aurait pris de la cocaïne, là, par exemple. Je tremblais là, tellement le cortisol était rendu au maximum. Alors, dans ce cas-là, c'est pas possible du tout de monter dans le train du sommeil. Il faut vraiment essayer de recréer le mouvement inverse pour pouvoir reprendre le train du sommeil. Et comment on peut faire pour qu'on recrée ce mouvement, justement? Ben, d'abord, à l'Institut Somna, ce qu'on fait, c'est qu'on va évaluer quelles sont les sources possibles des difficultés de sommeil. Donc, est-ce qu'elles sont surtout physiques, psychiques, physiologiques? Et là, on le voit un peu comme un puzzle du sommeil. Alors, par exemple, si je dois constituer mon puzzle avec mes pièces de chaque catégorie, je sais qu'au fil des ans, je peux en avoir perdu une ou plusieurs de ces pièces-là. Et une fois que je sais lesquelles sont manquantes, je vais essayer d'aller les remettre à leur place. Alors, par exemple, si quelqu'un a le hamster qui roule en boucle dans la tête, mais ne dort pas depuis des années et a finalement développé une forme de déprime en lien avec le fait de pas dormir, des obsessions, mais il va falloir tout travailler ça. En plus, peut-être que la personne va avoir développé des douleurs musculaires parce qu'elle dort pas assez. Les muscles se restaurent durant le sommeil. Peut-être aussi qu'elle va avoir développé une sorte de débalancement hormonal complet. Puis là, il va falloir retravailler là-dessus. Alors oui, on va tout recommencer comme si on faisait une réinitialisation en quelque sorte. Comme un ordinateur qu'on remet à zéro, on remet le disque dur vierge, on repart tout. Mais pour ça, il faut savoir ce qui s'est passé avant de savoir ce qui manque, puis qu'est-ce qu'on va aller remettre à sa place. Bien sûr. Ceci est la fin de la première partie. Je vous donne rendez-vous dans un deuxième épisode. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.